À la demande de la Fondation Thierry Latran, je souhaiterais vous parler de la recherche translationnelle, qui est un domaine de la recherche dont le but est de passer le plus rapidement possible de la recherche fondamentale aux applications de cette recherche pour trouver une thérapeutique chez l'homme. Il est clair que l'objectif dans la recherche sur la SLA, c'est bien sûr de vaincre cette maladie et de trouver un traitement qui permette d'en stopper l'évolution. Et pour cela, il faut dérouler tout un ensemble d'étapes et les dérouler le plus rapidement possible afin d'aboutir à cet objectif. Alors bien sûr, il faut de l'argent, il faut des financements, il faut des moyens humains et techniques, il faut, comme toujours dans la recherche, des idées qui vont être appliquée à une recherche fondamentale d'excellence, cette recherche fondamentale ayant pour but de mettre en œuvre des essais thérapeutiques pour trouver de nouveaux traitements qui soient efficaces contre cette maladie, ces nouveaux traitements dont nous avons tellement besoin. Les moyens financiers, tout le monde le sait, la recherche coûte cher. Et coûte cher, que ce soit la recherche fondamentale et également la recherche clinique, et je dirais même surtout la recherche clinique. Alors la recherche fondamentale, on sait qu'il y a d'énormes développements technologiques et que ces développements technologiques coûtent cher. Je citerai un exemple. Cet exemple, c'est celui des technologies dites à haut débit. Ces technologies à haut débit, elles ont pour objectif de se donner la capacité de doser des composants dans des tissus de façon simultanée et de façon très rapide. C'est-à-dire qu'on n'est que maintenant capable de doser des composés chimiques très variés, l'ADN, l'ARN, des protéines. Et alors qu'avant, on avait besoin de tester molécule après molécule et que ça prenait des semaines, voire des mois, voire encore des années, on est maintenant capable de tester simultanément des multitudes de composés chimiques, et c'est donc ce qu'on appelle les méthodes à haut débit. Et bien ces méthodes à haut débit qui sont si puissantes et qui nous font gagner beaucoup de temps ont malheureusement un coût important. Mais je citerai par exemple le coût d'un spectromètre à résonance magnétique qui peut être très grossièrement évalué à 1 million d'euros. Mais je dirais qu'on passe encore à une échelle de coût supérieure lorsqu'on est dans le domaine des essais thérapeutiques. Alors des progrès méthodologiques ont été faits pour que ces essais thérapeutiques soient faits dans la plus grande rigueur, mais également, je dirais, avec un niveau d'exigence qui est devenu de plus en plus important. Ça veut dire des moyens financiers importants, parce qu'il faut pas seulement payer la production de médicaments, mais mettre en œuvre toute une logistique avec un nombre important de patients, des professionnels, et c'est là maintenant des échelles qui sont de plusieurs millions d'euros. Bien sûr, la recherche, c'est d'abord des moyens humains. Et vous voyez cette image un peu idyllique de Newton qui, en bas de son arbre, va avoir l'intuition de la loi universelle de la gravitation. Donc c'est une très belle image, mais qui ne correspond sans doute pas à la recherche actuelle, où finalement les recherches scientifiques, les découvertes scientifiques importantes naissent de consortiums, de collaborations internationales importantes. Et je citerai pour exemple cette réunion qui a eu lieu à Dublin lors d'un meeting sur la sclérose latérale amyotrophique, une réunion qui était organisée par la fondation Thierry Latran et qui a rassemblé tout un nombre important d'experts, de chercheurs, mais aussi de cliniciens qui travaillent sur cette maladie et qui ont passé une journée entière à échanger des idées, à parfois se critiquer les uns les autres, mais dans une ambiance saine, et c'est comme ça que la recherche progresse. Donc c'est cette collaboration, donc initiée favorisée par une fondation de recherche, parce que parfois les chercheurs ont une tendance à travailler chacun de leur côté. C'est cette collaboration qui peut faire avancer l'émergence de nouvelles idées. Bien sûr, il faut des idées pour comprendre les causes de la maladie. Et des axes de recherche, fort heureusement, on en a déjà dans la sclérose latérale amyotrophique. Et j'en citerai simplement quelques-uns, des axes qu'il faut approfondir. Alors c'est le rôle, par exemple, du stress oxydant.
Alors le stress oxydant, qu'est-ce que c'est? C'est ces dérivés, ces mauvais dérivés de l'oxygène, ces dérivés toxiques qui sont par exemple produits lorsque l'on s'expose trop longtemps au soleil et qui produisent le vieillissement de la peau. Alors là c'est un exemple, mais ce type de mécanisme, même si l'origine en est tout à fait différente, est également à l'œuvre dans le vieillissement du système nerveux. Une autre voie qu'il faut poursuivre, parce qu'on a beaucoup d'arguments scientifiques pour penser qu'elle joue un rôle important, c'est celle du rôle de l'agrégation des protéines. L'agrégation des protéines, ça veut dire des protéines qui tout d'un coup vont s'accumuler, former des sortes de tas qui vont étouffer le fonctionnement des neurones. Eh bien, c'est tous ces mécanismes dont on connaît encore partiellement certaines composantes qu'il faut approfondir et puis en même temps essayer de lier les uns avec les autres. C'est la difficulté actuelle de la recherche, c'est qu'on a des pistes, des orientations différentes, mais souvent une difficulté à reconstituer le puzzle et à trouver les liens entre ces différentes voies de recherche. Et puis à côté de ces axes de recherche connus, pour lesquels des grandes équipes internationales travaillent, il est sans doute, même certainement nécessaire d'explorer de nouvelles voies. Alors, un exemple, c'est peut-être une voie qui a été pour le moment sous-exploitée, c'est celle du rôle de l'environnement. Je dirais, on sait peut-être, parce que les moyens le permettaient, plus s'attacher aux facteurs génétiques dans la maladie, alors que on sait que c'est une maladie qui, dans la majorité des cas, n'est pas une maladie génétique, qui est une maladie qu'on appelle sporadique, c'est-à-dire qui survient sans facteur de susceptibilité au moins connu génétique. Eh bien, ce rôle de l'environnement, il nécessite de façon certaine d'être exploré de façon plus attentive. Et alors, je citerai des travaux qui sont en cours, par exemple, sur le rôle de certaines toxines qui sont libérées par des bactéries qui sont présentes dans l'environnement, qu'on appelle les cyanobactéries. Eh bien, il y a un certain nombre d'arguments qui suggèrent que ces toxines pourraient jouer un rôle dans la maladie. Un autre facteur dans l'innovation, c'est d'importer des idées d'autres champs scientifiques. On reproche parfois, et c'est partiellement vrai, aux chercheurs de travailler dans des chapelles, chacun de leur côté, et de pas forcément échanger leurs idées d'un champ scientifique à l'autre. Et c'est sûrement quelque chose sur lequel on peut faire des progrès. Alors, je citerai un exemple, c'est celui des maladies à prions. Alors, c'est la très célèbre maladie de la vache folle. Et le mécanisme de cette maladie a été découvert par un scientifique extrêmement brillant qui a reçu, je dirais, après des années peut-être de scepticisme de la part de la communauté scientifique, parce que c'était des idées nouvelles, qui a reçu le prix Nobel en 1997, parce qu'il avait découvert un mode donc de propagation tout à fait original d'une maladie. Il avait montré que les maladies à prions étaient propagées par une simple protéine, pas par un virus, pas par une bactérie, mais une simple protéine qui était capable de modifier la forme des autres protéines et ainsi de provoquer la propagation de la maladie au sein d'un tissu. Alors, il s'agissait d'une maladie complètement différente de la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de la vache folle. Il ne s'agit pas du tout de dire que ces deux maladies sont similaires, mais le mode de propagation des maladies dégénératives pourrait avoir des points communs avec les maladies à prions connues. Il y a à l'heure actuelle déjà beaucoup d'arguments dans la sclérose latérale amyotrophique. L'avenir nous dira si cette voie est prometteuse, elle est en tout cas originale et pourrait ouvrir à des applications thérapeutiques tout à fait nouvelles. Un point critique, on le sait très bien, pour la mise au point de traitement, en tout cas pour la réalisation d'essais thérapeutiques, c'est le passage du laboratoire, des travaux sur les cultures cellulaires ou sur les modèles animaux, vers les applications chez l'homme. Et c'est pour essayer de faciliter ce passage qu'a émergé
ces dernières années un nouveau concept, qui est le concept de recherche translationnelle. Alors je commencerai par vous en donner, et je m'en excuse, une définition un peu abstraite, mais on l'illustrera ensuite par des exemples. Alors la recherche translationnelle, c'est finalement une idée assez simple. L'idée, c'est de combiner et de faire circuler des flux de connaissances entre la recherche et les applications médicales. C'est-à-dire de combler ce gap entre recherche au laboratoire et ce que font les médecins dans leur service lorsqu'ils cherchent à tester de nouveaux médicaments. Et on en revient toujours finalement à cette notion de collaboration et de transversalité entre chercheurs fondamentaux d'une part, cliniciens et également pharmacologues, c'est-à-dire ceux qui vont trouver les moyens pour agir sur une cible thérapeutique qui va être peut-être un moyen de ralentir l'évolution de la maladie. Tout ça reste abstrait, donc je voudrais vous en donner un exemple plus concret, donc à partir d'un travail de recherche qui a été mené par la Salpêtrière et en collaboration avec l'unité du docteur Jean-Philippe Le Heffler à Strasbourg. Et donc un travail qui a commencé par le laboratoire et qui a conduit à un essai thérapeutique. Alors la première étape, ça a été celle de la recherche fondamentale. Et c'est les travaux au sein du laboratoire de Jean-Philippe Le Heffler de Luc Dupuis, qui a montré que dans un modèle animal de la sclérose latérale atrophique, il existait une augmentation dans le muscle de souris d'une protéine, et que cette protéine était susceptible d'avoir un rôle négatif sur les motoneurones. On était à ce moment-là sur la souris. Cette équipe de recherche a pris tout de suite contact avec une équipe de cliniciens. Et ensuite, le travail s'est fait, je dirais, de façon très collaborative et en interaction continue. Ce qu'ont montré les cliniciens, à partir des données acquises chez l'animal, c'est qu'on retrouvait finalement la même anomalie dans le muscle des patients atteints de sclérose latérale amyotrophique, donc cette augmentation de cette protéine qui est appelée la protéine NOGO-A, et que cette protéine était liée à la gravité de la maladie, ce qui suggérait que si on pouvait trouver un moyen d'agir sur cette protéine par quelques moyens, on pourrait être capable d'influencer l'évolution de la maladie. Alors comment agir sur cette maladie? C'est là que des pharmacologues vont intervenir pour trouver les moyens pour modifier l'activité de cette protéine. Alors il y en a différents, et celui qui a été proposé, c'est d'utiliser un anticorps qui va bloquer cette protéine et qui va en bloquer l'effet néfaste sur les nerfs. Eh bien, ce travail, grâce à l'aide d'un laboratoire pharmaceutique qui a investi beaucoup de moyens dans ce travail, a permis de mettre en route un essai thérapeutique chez l'homme qui est encore à des phases très préliminaires puisqu'il s'agit d'un nouveau traitement. Il faut déjà s'en assurer de la bonne tolérance, être sûr que ce traitement n'a pas d'effet néfaste par lui-même. Et ces premiers travaux sur la bonne tolérance du traitement ont été récemment publiés lors d'une conférence qui a eu lieu l'année dernière à Sydney, qui est la conférence internationale sur la sclérose latérale amyotrophique. Donc vous voyez que là, on est dans l'exemple d'un travail translationnel qui démarre depuis la recherche fondamentale jusqu'aux essais thérapeutiques, mais suivant un schéma linéaire, mais avec en permanence une collaboration entre les différents acteurs, chercheurs fondamentaux, cliniciens et pharmacologues. Un travail que nous réalisons actuellement concerne les cellules souches musculaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cellule souche musculaire? C'est une cellule qui est capable de régénérer des cellules musculaires abîmées ou détruites, comme après un traumatisme. Or, on sait que dans la SLA, le muscle est atteint
eh bien, nous nous sommes rendus compte, en mettant en culture des cellules souches musculaires provenant de patients souffrant de cette maladie, eh bien que ces cellules souches n'étaient pas capables de se multiplier normalement. Et ce que nous essayons de faire maintenant, en discutant et en travaillant avec des pharmacologues et des spécialistes des cellules souches musculaires, eh bien, c'est d'essayer de contrecarrer ces anomalies, alors soit en dopant, entre guillemets, les cellules souches musculaires, soit, pourquoi pas, en essayant de les remplacer. Une étape clé pour accélérer la découverte de nouveaux traitements dans cette maladie, c'est bien sûr celle de la réalisation des essais thérapeutiques. Les essais thérapeutiques sont longs à mettre en œuvre et extrêmement coûteux, parce qu'ils nécessitent des populations importantes de patients et des périodes d'observation qui sont extrêmement longues. Et actuellement, une des priorités dans la recherche sur la SLA, d'ailleurs dans d'autres maladies neurodégénératives, est de trouver des indicateurs biologiques plus précis que des indicateurs cliniques afin de pouvoir mesurer l'effet d'un traitement. C'est par exemple disposer d'un dosage dans le sang qui aurait un rapport avec la sévérité de la maladie. Et bien, si on est capable de montrer qu'un traitement modifie ce composé dans le sang, c'est un argument pour penser que le traitement est efficace, et c'est beaucoup plus facile qu'en utilisant des critères cliniques. Donc, ça offre la possibilité de réaliser des essais plus courts, plus simples, et donc de pouvoir, in fine, tester un nombre beaucoup plus important de traitements. Ça ne remplace pas les essais qui ont pour but de montrer que ça modifie l'évolution des symptômes, mais ça donne une première indication qui permet de savoir s'il est utile de mettre des moyens importants pour passer à ces étapes extrêmement difficiles et extrêmement longues. Il existe différents types de biomarqueurs. Alors j'ai parlé de marqueurs qu'on peut doser dans le sang. Nous intéressons à des marqueurs qui sont des marqueurs musculaires grâce à un travail qui est soutenu par la fondation Latran, et pour ça on utilise des biopsies musculaires, qui est un geste relativement bénin et réalisé de façon routinière en neurologie. Et avec les techniques dont j'ai parlé, qui sont les techniques à haut débit, on est capable de mesurer l'expression de milliers de gènes au sein du muscle et de déterminer les gènes dont l'expression est modifiée par la maladie. Et bien, toutes ces modifications sont également des moyens de mesurer l'effet d'un traitement. Une autre voie de recherche extrêmement prometteuse pour trouver des indicateurs, des biomarqueurs de cette maladie, c'est tout le domaine de la neuroradiologie. Vous savez qu'il y a eu des progrès extrêmement importants dans les techniques de radiologie, avec l'IRM notamment, et aussi d'autres techniques de radiologie, puisqu'il est maintenant possible non seulement d'analyser très finement la structure du système nerveux, mais avec des techniques qu'on appelle d'imagerie fonctionnelle, de mesurer le fonctionnement du cerveau, enfin d'appréhender le fonctionnement du cerveau. Grâce à l'amélioration de ces techniques d'IRM, il est notamment possible maintenant d'analyser finement la moelle épinière, alors qu'il s'agit d'une petite structure. Le diamètre de la moelle épinière est seulement d'1 centimètre, et on a montré avec des techniques qui sont appelées imagerie du tenseur de diffusion, des nouvelles techniques, on était capable d'analyser les modifications liées à cette maladie. Et bien, ces modifications sont aussi susceptibles de fournir des outils pour tester l'effet d'un médicament. Eh bien, je terminerai simplement en disant que on a finalement les moyens d'aboutir à un traitement de cette maladie, à stopper l'évolution de cette maladie, grâce à ces nouvelles approches de recherche, permettent d'accélérer le passage du laboratoire aux applications chez l'homme. Alors le ressort de tout ça reste les innovations, les idées, mais avec peut-être
une innovation, je dirais, placée sur des rails qui lui permettent d'accéder le plus rapidement aux applications chez l'homme. Et ces rails, c'est ceux de la recherche translationnelle. Vous avez vu, c'est mettre en commun des compétences, c'est disposer de moyens techniques importants. Il est clair que les financements publics, même s'ils sont importants, restent insuffisants pour mettre en œuvre tous ces moyens. Vous l'avez vu, c'est des choses qui sont relativement compliquées, coûteuses, et pour ça, le soutien de fondations comme la Fondation Latran est absolument indispensable pour aboutir à notre objectif, qui est de stopper l'évolution de cette maladie.